Chapitre 5 La folie d'Yvain. C'est bien à regret que monsieur Yvain s'est séparé de sa femme, mais seul son corps accompagne le roi, car son cœur est si étroitement lié à celle qu'il aime qu'il en est inséparable. C'est merveille qu'ils arrivent à survivre l'un sans l'autre. Le corps va désormais devoir vivre avec l'espoir de rejoindre le cœur dans son agréable séjour. Mais il arrive souvent que l'espoir soit déçu, et je pressens qu'Yvain, malgré l'avertissement de sa dame, oubliera le terme fixé, car, à hanter, en compagnie de Gauvin, tous les lieux où l'on tournoie, il ne voit pas le temps passer. Durant une année entière, Yvain s'est dépensé sans compter et couvert de gloire, tandis que Gauvin n'a pas manqué de le seconder ni de lui rendre hommage. L'année s'est ainsi écoulée, puis une partie de la suivante. À la mi-août, le roi convoqua à nouveau sa cour et en cette occasion organisa des festivités. Nos deux compagnons revenaient d'un tournoi où, la veille, ils avaient remporté le prix. Ne voulant pas être hébergés en ville, ils avaient fait dresser leur tente à l'extérieur des murs. Comme ils ne venaient pas à la cour du roi, c'est le roi qui vint à eux, car, là où ils étaient, se trouvaient les meilleurs de tous les chevaliers. Le roi était assis entre eux lorsque, pour la première fois, Yvain se mit à penser au congé que lui avait accordé sa dame. Comprenant qu'il avait manqué à sa parole et laissé passer le terme convenu, il eut bien du mal à retenir ses larmes. Il était ainsi plongé dans ses pensées quand, montée sur un noir palefroid à Balzane, une demoiselle survint au grand galop. Elle mit pied à terre devant leur tente sans qu'en personne ne s'avance pour lui tenir l'étrier, ni prendre son cheval. Ayant laissé tomber, comme il se doit, son manteau de voyage, note de bas de page, un messager qui arrive à l'extérieur enlève son manteau devant le roi pour bien établir qu'il n'est pas là en spectateur désœuvré comme les autres, mais en homme qui a des nouvelles importantes à transmettre au roi. Reprise du texte. Elle entre dans la tente où se trouvait le roi et vint droit à lui. « Madame, lui dit-elle, salue le roi, monseigneur Gauvin, et tous les autres chevaliers, à l'exception d'Yvain, le déloyal, le trompeur, le menteur, le fourbe, qu'il a abusé et abandonné. Il s'est fait passer pour un amant fidèle, alors qu'il n'est qu'un voleur. Profitant qu'elle était sans méfiance, il lui a dérobé son cœur. Les vrais amants n'agissent pas ainsi. S'ils s'emparent du cœur de leur ami, c'est pour en devenir les gardiens attentifs et le défendre contre les voleurs qui contrefont les honnêtes gens. Où qu'ils aillent, ils les chérissent et n'oublient pas de le rapporter. Monseigneur Yvain a tué madame en ne lui rapportant pas son cœur à temps. Yvain, tu t'es montré bien oublieux et bien négligent en ne revenant pas au bout d'un an. Madame n'a cessé de compter les jours et les a inscrits sur le mur de sa chambre. Quand on aime, on vit dans l'angoisse. On a du mal à trouver un sommeil paisible et l'on compte chaque jour qui passe car le temps semble long. Yvain, tu nous as trahis quand tu as épousé madame. Sache que tu n'es plus rien pour elle. Elle me charge de t'ordonner de ne jamais reparaître devant elle et te somme de lui restituer son anneau. Donne-le-moi. Il le faut. Yvain est incapable de lui répondre. Les mots ne lui viennent pas, car, d'un seul coup, le vide s'est fait dans sa tête. La demoiselle se précipite sur lui et lui retire elle-même l'anneau du doigt. Puis, avant de disparaître, elle recommande à Dieu, le roi et tous les chevaliers, à l'exception d'Yvain, qu'elle laisse complètement désespéré. Tout lui est devenu insupportable, ce qu'il voit comme ce qu'il entend. Il voudrait prendre la fuite et se retrouver seul en un lieu sauvage où personne ne pourrait le trouver, ni ne saurait rien de lui, comme s'il était au fond de l'enfer. Il se déteste plus que tout et ne sait qui pourrait le consoler d'avoir lui-même causé sa propre mort. Sentant qu'il est sur le point de perdre la raison, il ne veut pas demeurer plus longtemps parmi les barons. Ceux-ci, comprenant bien que leurs propos et leur compagnie lui pèsent, mais ignorant l'extrême gravité de son état, laissent Yvain s'en aller seul. Le voilà bientôt, loin des tentes et des pavillons. Un tel vertige lui monte à la tête que sa raison défaille. Il déchire ses vêtements et les met en lambeaux. Il fuit par champs et par labours. Les gens, attachés à son service, se demandent où il est passé et, désemparés, le cherchent partout, dans le logis des chevaliers, derrière les haies et dans les vergers, mais il n'y est pas. C'est qu'Yvain est déjà loin. Près d'un enclos, il trouve un domestique tenant à la main un arc et 5 grosses flèches empennées, bien pointues. Il lui passe par la tête de s'en emparer et il reprend sa fuite sans se souvenir de rien. Il vit ainsi longtemps comme un sauvage à l'affût des bêtes de la forêt qu'il tue et dévore sa venaison toute crue. Un jour, il arriva à proximité du refuge d'un ermite.
une maison basse et toute petite. Un jour, il arriva à proximité du refuge d'un ermite, une maison basse et toute petite. L'ermite, qui était occupé à défricher, comprit tout de suite, sans risque de se tromper, que l'homme nu n'avait pas toute sa raison. Il eut grande peur et, abandonnant son travail, se réfugia dans la maisonnette. Sur le rebord de l'étroite fenêtre, le saint homme déposa un peu de son pain et de son eau. Yvain, qui en avait grande envie, s'approcha, prit le pain et y mordit. Je ne crois pas qu'il ait jamais goûté un pain aussi grossier et âpre. Le sétier de farine avec laquelle il avait été fait n'avait pas coûté 20 sous. C'était de l'orge pétrie avec la paille dont la saveur était plus aigre que du levain. De plus, il était moisi et sec comme de l'écorce. Mais, la faim étant la meilleure des sauces, Yvain mangea tout le pain de l'ermite et le trouva bon, puis il but de l'eau à même le pot. Quand il se fut ainsi restauré, il regagna le bois pour y traquer les cerfs et les biches. Le saint homme, qui recommanda à Dieu cet hôte étrange, demanda aussi qu'il ne revienne jamais. Mais quelle créature totalement dénuée de bon sens ne reviendrait volontiers là où on lui a fait du bien? C'est ainsi que tant qu'Yvain fut habité par cette folie, il ne laissa pas passer 8 jours sans revenir déposer devant la porte quelque gibier que le saint homme dépouillait. Il vendait la peau pour acheter du pain d'orge, d'avoine ou d'autres céréales et faisait cuire les bons morceaux qu'il déposait sur la fenêtre avec du pain et de l'eau. C'est ainsi qu'Yvain eut tout ce qu'il lui fallait pour manger et pour boire. Du pain en abondance, de la viande sans sel ni poivre et de l'eau froide de la fontaine. Un autre jour, une dame et 2 demoiselles d'honneur de sa suite aperçurent un homme nu, endormi dans la forêt. L'une des demoiselles descendit de cheval et s'approcha de lui. En d'autres circonstances, elle l'aurait facilement reconnu car elle le connaissait bien. Mais là, elle dut le regarder un bon moment avant de découvrir un signe permettant de l'identifier. Une cicatrice qu'il avait au visage. Elle se souvint alors d'avoir vu la même, au même endroit, sur monseigneur Yvain. Certaine alors que c'était bien lui, elle se demanda ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'il soit dans un tel dénuement. Elle se signa plusieurs fois, se gardant bien de l'éveiller, remonta sur son cheval et retourna les larmes aux yeux, conter aux autres ce qu'elle venait de voir. « Madame, je viens de découvrir Yvain, un chevalier d'une vaillance incomparable, mais je ne sais quel malheur s'est abattu sur lui ou quel chagrin l'a réduit en cet état pitoyable, car un grand chagrin peut faire perdre la raison. Ah, si seulement Dieu pouvait lui rendre tout son bon sens, et s'il était possible qu'il accepte de vous venir en aide. C'en serait bientôt fini, et à votre avantage de la guerre que nous livre le contre allié. Ne vous inquiétez pas, répondit la dame. S'il ne s'enfuit pas, avec l'aide de Dieu, nous calmerons la tempête qui fait rage dans sa tête. Je me souviens que la fée Morgane, qui est très savante, m'a donné un onguent qui chasse de la tête les démences les plus tenaces. Laissant Yvain seul et endormi, elles se dirigèrent alors en toute hâte vers le château tout proche, qui n'était qu'à une demi-lieue, et, dans ce pays-là, il faut 2 de leurs lieues pour en faire une des nôtres. La dame sortit d'un de ses coffres une boîte qu'elle remit à la demoiselle en lui recommandant de ne pas gaspiller l'onguent qu'elle contenait et de ne frictionner que les tempes et le front du chevalier, puisqu'il n'était malade que du cerveau et de nulle part ailleurs. Elle chargea également la jeune fille de lui porter une robe fourrée, une cotte et un manteau de soie, et de lui emmener un excellent palefroid. Celle-ci ajouta, en cadeau personnel, un peu de linge, une chemise et des braies de fine toile, ainsi que des chausses neuves et de bonne coupe. Ainsi chargée, elle revint sans perdre de temps auprès d'Yvain, qui dormait encore là où elle l'avait laissé. Ayant soigneusement attaché ses cheveux, elle s'approcha de lui avec les habits et l'onguent. Surmontant sa peur, elle le frictionna par tout le corps, sans ménager sa peine. Elle souhaitait tant la guérison d'Yvain que, oubliant les recommandations de sa maîtresse, elle utilisa beaucoup plus d'onguent qu'il était nécessaire et vida complètement la boîte. Yvain avait été si bien frictionné sur les tempes, sur le front, mais aussi sur tout le corps, de la tête aux pieds, et avec tant d'ardeur, que son cerveau fut bientôt débarrassé de sa tristesse et de sa folie. Emportant la boîte vide, la demoiselle retourna auprès des chevaux, se cacha derrière un grand chêne et attendit. Yvain, qui avait retrouvé tous ses esprits, et à qui la mémoire était revenue, ne tarda pas à se réveiller. Quand il se vit tout nu, il éprouva une grande honte.
laquelle aurait été bien plus grande encore s'il avait su toute l'aventure. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il était nu. Il ne manqua pas de se demander par quel hasard des vêtements se trouvaient justement à côté de lui. Il se dit qu'il serait déshonoré si jamais quelqu'un le découvrait dans cet état et le reconnaissait. Il s'habilla donc, tout en lançant des regards inquiets autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Il aurait voulu se lever pour s'en aller, mais son mal l'avait tellement affaibli qu'il tenait à peine sur ses jambes. Il avait absolument besoin d'aide. À ce moment précis, la demoiselle, faisant semblant de ne pas savoir qu'il se trouvait là, vint à passer sur son cheval. Yvain rassembla toutes ses forces pour l'appeler. Feignant l'étonnement, la demoiselle regarda autour d'elle, puis fit mine de chercher à droite et à gauche pour ne pas aller directement à lui. Il dut renouveler ses appels. « Mademoiselle, par ici, par ici !» Et la demoiselle, dirigeant enfin son palefront dans la bonne direction, s'approcha à vive allure. Agissant ainsi, avec beaucoup de sagesse et de délicatesse, elle fit celle qui ignorait tout de lui et le voyait pour la première fois. « Seigneur chevalier, lui demanda-t-elle quand elle fut plus près de lui, que voulez-vous? Pourquoi m'avez-vous appelé ? Ah, sage demoiselle, je ne sais à la suite de quel malheur je me retrouve dans ce bois. Par Dieu, je vous prie de bien vouloir me prêter ou me donner ce palefroid que vous menez. Je vous le revaudrai. Bien volontiers, seigneur, mais vous m'accompagnerez là où je vais. Où cela ? Demanda-t-il. Hors de ce bois, jusqu'à un château tout proche. Aurez-vous besoin de mes services ? Oui, mais je crois que vous êtes si mal en point qu'il nous faudra d'abord une quinzaine de jours de repos. Prenez donc ce cheval, et je vous mènerai en un lieu où vous pourrez vous reposer. Yvain, qui ne demandait rien d'autre, prit le cheval et monta en selle. Tous deux chevauchèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à un pont au-dessous duquel coulait une eau tumultueuse. La demoiselle jeta dans le courant la petite boîte vide. Elle dirait à sa dame qu'au passage du pont, son palefroid avait fait un faux pas et que la boîte lui avait échappé des mains. Elle ajouterait que le malheur aurait pu être bien plus grand, puisqu'elle avait failli tomber elle-même. Voilà les mensonges qu'elle ferait à sa dame. Au château, la dame offrit de grand cœur l'hospitalité à monseigneur Yvain. Puis, lorsqu'elle fut seule avec la demoiselle, elle lui demanda de rendre la boîte d'onguents. La jeune fille, n'osant avouer la vérité, récita les mensonges qu'elle avait préparés. « Quelle perte irréparable !» s'exclama la dame fort contrariée. « Mais puisqu'il en est ainsi, il faudra bien s'en accommoder. Parfois, croyant agir dans son intérêt, on fait son malheur. Ainsi, alors que j'espérais tirer profit de ce chevalier, je viens de perdre ce que j'avais de plus précieux. Néanmoins, je vous recommande d'être aux petits soins pour lui. Ah, madame, comme vous avez raison de ne pas ajouter un second malheur au premier. » Là-dessus, la boîte fut oubliée, et elles ne se soucièrent plus que d'être agréables à monseigneur Yvain. Elles lui firent prendre un bain, lui lavèrent la tête, lui coupèrent les cheveux, rasèrent la barbe, qui était si longue qu'on aurait pu l'empoigner à pleine main. Plus tard, elles lui donnèrent, comme il le voulait, des armes et un cheval vif et robuste.